Bonjour, on se trouve ici aujourd'hui au théâtre du Galpon, aux Maisons des Arts de la Seine à Genève, au bord de l'Arve. C'est un lieu qui a été co-créé par Gabriel Alvarez et Nathalie Takela, deux artistes qui ont ouvert ce lieu il y a une vingtaine d'années parce qu'ils avaient besoin d'un lieu pour exercer leur métier. Ils ont ensuite invité des artistes à y participer. C'est votre cas, Justine Ruchat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, dramaturge, metteuse en scène. Vous êtes lauréate du prix de la Société genevoise des écrivains pour la pièce Angelina. C'était en 2021. Et vous êtes aussi artiste invitée ici au Théâtre du Galpon. Vous êtes également l'autrice de ce livre, Dialogue du désordre, un voyage dans les entrailles d'une pratique théâtrale dont on va parler. Un livre paru aux éditions du Galpon en 2022. Livre sur la pratique théâtrale, sur votre travail de comédienne. Travail qui commence mais ne finit jamais, selon les mots de Gabriel Alvarez, on en parlera. Avant d'aborder le contenu vraiment de ce livre et sa structure, peut-être une toute première question, Justine Ruchat, pour vous. À quel moment est-ce que c'est devenu une nécessité, une évidence de d'écrire ce livre? Je pense que c'était, j'imagine que ça doit être dans la période, covid où tout s'est arrêté, où tout d'un coup, il y a eu comme beaucoup de place pour, faire une sorte de bilan, revoir, ce qui s'était passé ces dernières, années et puis, de là a émergé cette envie. Après, il y avait aussi un autre élément qui était, des interviews qu'on avait commencé à faire, avec, le metteur en scène en question avec qui je travaillais depuis 6 ans, donc Gabriel Alvarez. Et puis on avait commencé à, avoir des discussions, des interactions sur qu'est-ce que c'est qu'un acteur, qu'est-ce que c'est qu'être actrice, qu'est-ce que ça veut dire? Et avec ces différents concours de circonstances, à un moment donné a émergé le souhait de faire comme une sorte de bilan de ce qui s'était passé, ces 6 dernières années. Alors ce livre, il est composé de matériaux très hétérogènes. Mmh mh. On y retrouve des mails, on y retrouve des photos, on y retrouve vos notes à vous, des extraits d'échanges justement avec votre metteur en scène à l'époque qui était Gabriel Alvarez. On y trouve aussi des retranscriptions de discussions que vous avez avec lui, mais aussi Mmh. de répétitions vraiment théâtrales. Est-ce que vous avez toujours récolté ces matériaux-là dans votre travail de comédienne ou bien vous avez commencé à ce moment-là à tout récolter? Alors, il y a les 2. C'est-à-dire, quand on travaille et qu'on répète, moi j'ai toujours un carnet de notes pour, noter les indications, les retours des metteurs en scène, heu, les axes de travail, les choses auxquelles je pense et cetera. Là, il y avait peut-être dans le cadre de ce travail-là quelque chose qui était, supplémentaire, parce qu'on fait ce qu'on appelle des ateliers une fois par mois durant 6 mois, durant toute l'année, qui sont des ateliers de recherche. Et donc là, c'est plus dirigé directement, sur la création à venir, mais de façon générale, sur notre travail d'acteur finalement, qui est encadré évidemment par Gabriel, mais c'est un espace qui est plus ouvert qu'une création précise. Et donc dans ce cadre-là, j'avais beaucoup de notes qui étaient à la fois, comprendre le travail, au studio d'action théâtrale dans la compagnie et à la fois des choses pour moi, pour mon propre travail. Tout d'un coup, voilà, et donc ça, c'était une partie qui était nouvelle, que je fais peut-être pas dans les autres cas. Mmh. Vous dites, Justine, d'ailleurs que ce livre est un peu comme une traversée des traversées labyrinthiques. Euh, voilà le titre lui-même, un dialogue du désordre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, les traversées labyrinthiques? Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est comme les méandres un peu de la création. Enfin, d'ailleurs, il y a une citation que j'ai reprise qui figure dans les dialogues, c'est, de dire la différence entre le dédale et le labyrinthe. Le dédale, on est perdu dans une infinité de chemins et il y en a beaucoup qui aboutissent à des cul-de-sac. Là, l'envie, c'était de dire, le labyrinthe, c'est un endroit dans lequel on rentre, on sait qu'il y a une sortie, mais on ne sait pas quel est le chemin qu'on va emprunter pour arriver à la sortie. Et Mais on ça, est sûr sur le d'en plan, sortir. on sait, voilà, on sait qu'il y a une sortie.
Et ça, sur le plan de la création théâtrale et de la façon dont on travaille, ou de la façon dont moi j'écris aussi, ça me parle beaucoup parce que souvent, très souvent, je ne sais pas du tout, il y a comme une impulsion, il y a comme une envie de quelque chose, mais je ne sais pas où je vais mettre les pieds et comment, quel est le pas suivant. Et d'ailleurs, dans le travail autant de comédienne que d'écriture, c'est parfois un peu des moments inconfortables parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais? Je ne comprends pas du tout. Pour Qu'est-ce que je poursuis en étant en train de faire ça?» Par contre, je sais pourquoi je le fais quelque part, mais je ne sais pas du tout où je vais. Et donc cette idée de labyrinthe, c'était, cette traversée-là finalement et donc dans les tours et les détours, on rencontre des choses qu'on n'avait pas pensées. Comme quoi, par exemple? Ben, là, je pense au travail, par exemple, de comédienne, c'est des ressources, qu'on n'a pas ou qu'on pensait ne pas avoir, par exemple, pour moi, dans le travail, dans le cadre du travail avec Gabriel, c'est vraiment la question de la voix. Tout d'un coup, des chants, ou des notes qu'on atteint, qu'on ne pensait pas du tout pouvoir atteindre, heu, des défis où on se disait: «Mais ça va», c'est tout d'un coup, on se retrouve dans une improvisation à devoir résoudre un certain type de problème, d'une rencontre avec l'autre, par exemple, ou, hem et donc on trouve des solutions, à ça qui étaient, inattendues ou qui étaient, ou comment surmonter un problème, ou comment, par exemple, il y avait un spectacle dont je parle aussi beaucoup dans les dialogues qui était autour d'Antigone, où j'avais des émotions très fortes qui tout d'un coup survenaient, et puis c'était un défi pour moi chaque soir, et je me disais: «Oui, mais comment est-ce que je vais me confronter à ces émotions-là?» Et finalement, dans les tours et les détours, il y a des embryons de solutions qui commencent à apparaître, et puis petit à petit, ça peut devenir des outils pour continuer à développer le travail de comédienne. C'est ça qui est très riche, je trouve. Alors c'est tout ce cheminement, hein, que vous mettez en mots, en images, en texte dans ce livre Dialogue du désordre. D'ailleurs, on se trouve ici dans le studio du théâtre, du Galpon où vous avez, vous me disiez, écrit en partie, en grande partie, Mmh. le livre, et il y avait, justement tous ces différents matériaux qui étaient étalés ici, autour de vous. C'était un cheminement, selon vous, c'était indispensable de le transcrire par justement une grande diversité de documents, différents, par ces matériaux très, très différents. Pourquoi une telle, diversité? Elle rend compte de quoi finalement, cette diversité-là? Pour moi, c'est la même chose que le travail tel qu'on le fait ici, enfin au studio d'action théâtrale. C'est, un travail assez artisanal finalement on attrape quelque chose et on va s'en faire un outil. On attrape un morceau de costume et ça va être un début de quelque chose, un morceau de texte et ça va être, voilà, ou bien tout d'un coup, ce texte-là, oui, mais en fait, les 3 phrases d'après, elles me conviennent pas, donc je vais les enlever, puis je vais prendre autre chose. Puis tout d'un coup, tiens, un souvenir, ça peut m'aider pour me donner de la matière pour, construire un personnage. Donc c'est comme ça un travail qui est en apparence assez, chaotique dans tout le processus de création, et qui est, très multiple et très ouvert à beaucoup de matériaux finalement. Et donc pour moi, c'était, cette forme-là, du dialogue du désordre, c'était une façon aussi de donner une sorte de parallèle à cette diversité de matériaux. Donc c'est pour ça que là, tout d'un coup, j'ai mis, bah, les entretiens, les mails qu'on a pu s'échanger, des souvenirs tout d'un coup, très personnels, des poèmes, des notes, et heu et tout ça aussi dans le but d'essayer de cerner, mais qu'est-ce qui avec quoi je travaille en tant qu'actrice finalement? Et parfois, il y a des choses un peu mystérieuses qu'on n'arrive pas vraiment à saisir, ou bien que nous-mêmes on sait, mais qu'on n'a pas du tout envie de partager, et donc en tant qu'acteur, on est en train d'aller chercher dans nos espaces intimes qui ne concernent que nous finalement. Donc c'était un peu cette, tentation de s'approcher de cette chose que moi-même je ne sais pas tout à fait laquelle elle est, et puis elle se modifie, elle bouge, elle change. Avec les années aussi, on change. Avec les jours, on change. Donc dire comment est-ce que toute cette matière tellement vivante, on arrive à en donner un aperçu à quelqu'un qui ne serait pas dans le monde du théâtre, ou qui serait extérieur à ce type de travail-là. C'est, votre livre justement, il met en lumière pour, les personnes qui ne sont pas du tout, adeptes, de l'intérieur de ce monde-là, du théâtre. Pourquoi c'était, important,
d'abord, pour vous, en tant que comédienne, de vous approcher, de saisir au mieux, ce processus-là? Avant de parler peut-être des lecteurs et des spectateurs, par la suite. Je mais je pense que c'est pas ça me fascine, il y a quelque chose que je trouve d'insaisissable. Il y a quelque chose que je trouve fascinant moi-même dans le travail, tout d'un coup, quand je vois quelqu'un d'autre, travailler, que je suis spectatrice du travail d'un acteur ou d'une actrice, il y a quelque chose dans l'échange entre, la mise en scène et le jeu qui est incroyable. Par moments, quand tout à coup ça advient, on dit: «Mais comment qu'est-ce qui s'est passé entre nous qui fait que 5 minutes avant, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas du tout et puis 5 minutes après, par le travail, par les indications de mise en scène, par le travail de l'acteur, hem, la même chose tout d'un coup existe et c'est plus une coquille vide de quelque chose» et ça, c'est vraiment mystérieux. Donc j'ai envie d'essayer de comprendre et envie d'essayer de le partager. Puis je pense aussi qu'il y avait un autre aspect qui était vraiment dans le rapport, du coup là, au metteur en scène, où en fait on est beaucoup sur la scène en train de travailler avec des consignes d'exploration, avec des consignes de jeu, avec, enfin, il nous lance beaucoup de choses, il nous demande beaucoup de choses, mais finalement, au terme de ces 6 ans, je me disais: «Mais finalement, en fait, lui, qui il est?» Et j'avais peu de réponses de ça. Et je me disais: «Mais attends, ça fait 6 ans que, on partage et qu'on me demande beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup je renverse la chose et dire: "Mais en fait, pourquoi toi tu fais du théâtre?"» Moi, il m'a demandé pendant des années pourquoi j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire et tout d'un coup j'avais envie de dire: «Mais au fait, toi pourquoi tu es en train de faire ça? Et c'est quoi ta vision du théâtre? Et c'est quoi, et là dans le travail vraiment ça a été, quelque chose de vraiment intéressant où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais, de ses sources, de sa vision oui, du théâtre, de ce qui comptait pour lui. Il y avait des choses que je croyais que j'avais comprises, que j'avais pas comprises. Et ça, dans le travail, simplement même pour communiquer en tant qu'acteur et mise en scène, c'est une partie essentielle, il me semble aussi, pour se comprendre, quoi. Vous avez utilisé le mot, mystérieux, plusieurs fois. Ouais. Justement, on peut dire que ce livre que vous avez écrit, c'est aussi une tentative de justement voilà, on l'a dit, de mettre au jour, mais aussi peut-être de désacraliser, ce monde, du théâtre. En fait, c'est vrai finalement auquel les spectateurs n'ont jamais accès. On ne sait jamais ce qui se passe, avant une représentation entre les murs d'un théâtre. Est-ce que c'était une volonté de votre part de désacraliser, Peut-être en tout cas de rendre accessible et oui, en tout cas, peut-être de défaire certaines images qu'on peut avoir, des acteurs, actrices ou de la mise en scène. Enfin, parfois, on se fait comme ça j'ai l'impression depuis l'extérieur, mais c'est peut-être le propre de tout milieu qu'on ne connaît pas. Peut-être que si on va dans un autre type de milieu, on a tous des images d'Épinal, des représentations. Et mon envie, c'était de donner accès à peut-être le travail plus au-delà de l'image, en fait, qu'on pourrait s'en faire. Ouais. et on aurait quoi comme image, du monde du théâtre et des comédiens, comédiennes et des metteurs, metteuses en scène? Ben, je dirais que c'est quand même des grands drames, ou bien des grandes crises, ou bien des, euh, des grandes prises de tête, ou des conflits. Mais il y en a aussi en même temps. Je dis ça, mais c'est rigolo parce que, ouais, il y en a aussi une série quand même. Et, ouais, c'est rigolo. Il y a des conflits, des drames, alors tout Oui. relatif, mais il y a des émotions, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnements sur, le lien aussi humain, le lien professionnel, entre vous, comédienne et metteur en scène, mais aussi les autres comédiens. Mhm. Il y a quand même de tout ça, dans votre livre. Bah oui, clairement aussi. Bah, c'est sûr qu'en même temps, on est dans un monde où voilà, on doit gérer le fait qu'on nous regarde, le fait qu'on nous fait des remarques, d'ailleurs souvent négatives sur le travail, dans le sens que, enfin négative, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, dans le sens que le travail, c'est un processus en cours, donc on n'est jamais arrivé quelque part, et donc il faut toujours progresser, on est toujours en train de chercher comment résoudre tel et tel problème, donc c'est parfois frustrant, parfois énervant, parfois on ne se comprend pas, parfois on est fatigué, et donc évidemment, il y a des scènes avec, avec des explosions, mais qui pour moi n'ont pas le caractère
exotiques dont on pourrait les parer. Peut-être c'est ça dont j'aurais envie de témoigner. C'est que oui, ça fait partie de notre vie qu'à un moment donné, on en a marre et puis qu'on a envie de rentrer chez nous puis dormir parce qu'en fait, il est trop tard et que voilà. Mais sans que ça devienne des caprices d'acteurs ou d'actrices ou sans qu'on se dise ah oui, le metteur en scène, en fait, il a un caractère tel et tel ou ah oui, enfin, évidemment, on a tous nos personnalités et nos traits de caractère, mais peut-être quelque chose qui est un peu plus entre guillemets banal ou naturel ou normal ou humain ou moins figure d'épinal comme ça, si je réponds à votre question par rapport à désacraliser. C'est un travail aussi continu. On a l'impression en lisant le livre, alors en parcourant aussi tous les différents types de documents, que c'est un travail qui ne s'arrête jamais. On passe d'une réflexion à une autre pièce, on pense à tel auteur, on revient sur tel mail, et puis en fait c'est tout ça qui constitue une réflexion qui se construit. En fait, on suit la construction de la réflexion en même temps qu'on suit aussi l'évolution d'une comédienne. C'est un travail qui s'arrête jamais. Ben oui, et je pense que c'est la particularité qui est vraiment riche de pouvoir travailler avec des gens sur le long terme, les équipes qui arrivent à se constituer puis à rester ensemble longtemps. Je pense qu'on constitue quand même aussi un vocabulaire, un univers, et que à chaque fois on reprend pas le travail à zéro, quoi. Tout d'un coup, on se retrouve et on peut partir sur les bases de toutes ces années qui ont été partagées, de références. Commune, ce qui n'est pas le cas quand on se rencontre pour la première fois pour monter un texte où tout le travail est à recommencer, rencontrer l'autre, comprendre, etc. Puis avant d'aller vraiment de dépasser certaines couches, bah, il faut quand même du temps, il faut quand même se comprendre, il faut quand même cerner l'univers de l'autre. Et après, j'imagine avoir des univers qui ont des points de rencontre, que peut-être d'une personne à une autre, on a des univers qui sont trop loin les uns des autres, ou des sensibilités trop loin, ou des façons d'être humainement qui font qu'on n'arrive peut-être finalement pas. C'est aussi quelque chose de mystérieux, je trouve. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une rencontre possible entre acteurs ou entre metteurs en scène, acteurs, actrices. Tout ça, c'est aussi assez voilà, parfois ça marche et parfois ça marche pas. Et quand ça marche, c'est précieux parce que c'est rare finalement, je Alors, vous pense. parlez de rencontres, c'est aussi une histoire de dialogue, et en l'occurrence, pour reprendre Ouais. le titre, un dialogue qui peut se faire sous plein de formes différentes, mais il y a ce dialogue effectivement entre vous, comédienne, et le metteur en scène qui était Gabriel Alvarez. C'est aussi une façon de retracer comment vous avez grandi, ou vous avez évolué, ou vous enrichissez en Mhm. tant que comédienne, en vous butant aussi au regard, au point de vue du metteur en scène. Mhm. Oui, mais je pense que là, chez lui, il y a vraiment quelque chose de très riche pour les acteurs et les actrices, c'est qu'il a envie de voir toujours quelque chose de nouveau de l'autre, de découvrir nouveaux espaces. Je parlais de la voix, par exemple. Euh, je sais pas, tout d'un coup dire ah bah j'ai l'habitude d'utiliser ma voix dans telle tessiture entre telle note et telle note et avec tel rythme. Bon bah pour un spectacle c'est ok, mais après le suivant c'est de dire ok mon message est déjà vu. Donc qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup tu vas parler je sais pas ou bouger très très vite alors que je suis quelqu'un qui va bouger très lentement ou inversement. Et du coup de l'intérieur c'est déstabilisant parce qu'on est en train d'être poussé dans des endroits où c'est pas l'endroit où notre schéma corporel ou notre voix va nous amener ou notre type d'imaginaire. Euh, donc c'est pas très confortable, mais c'est très enrichissant et aussi très gratifiant. Tout d'un coup, quand on se rend compte qu'on a été capable de quelque chose, moi, c'est quand même toujours des moments qui sont d'une grande joie, de dire ah ouais, j'étais sûre que ça, j'étais pas capable. Quand j'ai vu la partition de tel chant, je pensais jamais que je pourrais chanter ça. Ou quand j'ai vu, voilà, enfin, là récemment, j'étais en tournée en Colombie. Prendre l'avion, jouer, 2 fois dans la même soirée, et puis le lendemain partir, et puis après donner un atelier. Je ne pensais pas que j'étais capable. Et ben en fait, on le fait, et en fait, on est capable. Et ça donne de la force aussi pour la suite de dire ah non, mais j'ai pu quand même ça, j'ai traversé. Et ça, c'est vraiment dépendant de la personne qui est en face de vous, du metteur en scène qui est en face de vous à ce moment-là. Moi, je dirais qu'il a une grande place. Après, en tant qu'acteur, on peut aussi nous-mêmes nous discipliner et puis dire ah ça j'ai déjà fait, ça je veux plus aller par là et ça, mais de l'intérieur, pour moi je trouve que c'est
quand même très difficile. Parce qu'on a tendance à aller là où on est rassuré, là où on a déjà fait, là où on connaît déjà. Et puis, je crois qu'on a quand même besoin de quelqu'un qui dit OK, mais ça va un peu plus par là, en dire non, j'ai pas envie, ça me fait peur. Donc, je pense qu'il peut-être il y a des gens qui sont capables de le faire pour eux-mêmes. Pour moi, c'est difficile de le faire seul s'il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur. Ouais. Alors vous posez, Justine Ruchat, dans ce livre, un regard évidemment réflexif, donc un regard sur vous-même, sur votre pratique, sur comment vous évoluez, vous vous façonnez aussi dans ce regard, voilà, en vous confrontant à votre metteur en scène. Qu'est-ce que ça vous a appris, peut-être en écrivant d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous a appris de la posture du metteur en scène, de comment lui aussi il grandit ou il Mhm. change à votre contact? Bon, je pense qu'il y a une grande ouverture et réceptivité à l'autre. Et ça, c'est beau pour moi, de sentir qu'il y a quelqu'un en face qui va recevoir mes propositions, mes tentatives, mes émotions aussi parfois, avec une complète ouverture. Même si c'est pas justifié du point de vue extérieur, ou même si ça peut avoir l'air d'être des caprices justement, ou même si c'est… En fait, la qualité d'une écoute et d'un regard de quelqu'un qui dit: «Ah OK, c'est ça qu'elle est en train de traverser maintenant», et sans aucun jugement. Et puis après on voit, qu'est-ce qu'on fait avec cette matière-là pour le travail finalement, ou comment on gère ces moments-là. Mais ça, c'est quelque chose qui est pour moi une grande leçon si je pense à mes propres projets où j'aimerais mettre en scène des gens. Et pour l'instant, j'ai toujours fait le choix de me mettre en scène moi-même. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai de la difficulté encore à recevoir pleinement euh, l'autre dans toute sa complexité et ses faiblesses et ses limites et sa bêtise et ses colères et tous les côtés plus évidemment positifs, quoi. C'est une question de faire de la place à l'autre. Comment faire de la place? Je pense de recevoir vraiment l'autre et sans prêter des intentions aussi à l'autre qu'il n'a pas forcément. Euh, voilà, on ne sait pas ce qui se passe chez l'autre de toute façon. Quand il y a de la colère, quand il y a, c'est la manifestation de quelque chose, mais finalement, ça lui appartient. On dit, ok, c'est ça que la personne est en train de traverser. Ça ne veut pas dire qu'elle m'en veut, ça ne veut pas dire qu'elle… Enfin, voilà, c'est une forme de maturité, je pense. Après, par rapport à la question, qu'est-ce que ça le fait changer lui? Bon, c'est difficile, il faudrait qu'il puisse répondre lui à cette question-là. Comment il a Mais réagi peut-être déjà à la parution de ce livre, à la lecture de votre livre? je crois qu'à des échanges qu'on a eus, ça l'a beaucoup amusé. Tous les moments de conflit, justement, parce que pour moi aussi, c'était assez jubilatoire. Enfin, il y avait quelque chose d'abord de dire à quel point j'apprécie le travail tel qu'il est fait dans cette compagnie. Enfin, toutes les choses positives, évidemment, j'avais envie de commencer par là. Puis plus le travail avance, plus viennent les conflits. Voilà. Et puis, il y avait des choses dont je n'avais jamais parlé, des colères que j'avais ou que j'ai pu avoir à un moment donné qui n'étaient pas forcément toujours d'actualité. Mais à un moment donné, l'écriture, elle a été vers ces zones-là. Et donc, je crois que lui, ça l'a beaucoup amusé d'avoir ces crises de colère. Par exemple, je convoque des personnages qui viennent régler les comptes avec le travail. Et, euh, et je pense que ça a donné comme une étape supplémentaire d'un échange. Pour moi, j'avais l'impression de dire, OK, dans ce livre-là, je te donne un accès aussi à ce que je pense de toi, la façon dont je te vois. Et ça, je pense que pour lui, ça devait être particulier, évidemment. Ça ne va pas être très courant, effectivement, pour un metteur en scène. Justine Ruchat, si on pense maintenant aux récepteurs finaux de tout le processus que vous décrivez, donc les spectateurs qui viennent aux représentations des pièces de théâtre, à quel point est-ce que ce processus-là, dont témoigne votre livre Dialogue du désordre, à quel point est-ce que ça affecte le résultat final, selon vous, la représentation théâtrale? Le travail de répétition, Le je veux dire, travail de répétition, tous ces échanges que vous avez, tout ce cheminement-là, à quel point est-ce que
C'est indispensable peut-être? À quel point ça affecte? Ah oui, oui, je pense que c'est indispensable. C'est toutes les cheminements de création, de recherche. Mais par contre, ça n'apparaît pas du tout sous la forme que ça a directement dans les salles de répétition. C'est peut-être aussi cette distance-là que j'aurais envie de partager. Et après aussi, quelque chose que des lectrices et lecteurs m'ont dit, qui est revenu plusieurs fois, c'est que à quel point finalement les conflits humains internes ou externes, les problématiques, les questions, les grands doutes et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à plein d'autres niveaux, dans plein d'autres cadres de la vie et pas du tout forcément par rapport au théâtre. Des gens qui ont pu reconnaître des choses en eux et ça pour moi c'était très beau de me dire ah bah quelqu'un qui n'a rien à voir avec le théâtre a pu recevoir quelque chose de ce parcours. Ça lui a fait écho dans un contexte de vie qui n'a rien à voir avec le mien. Justine Ruchat, on a parlé de la réception de ce livre Dialogue du désordre par votre metteur en scène, donc à l'époque Gabriel Alvarez. Comment est-ce qu'il a été reçu par vos collègues, les autres comédiens, comédiennes, les autres acteurs professionnels du théâtre? Comment il a été perçu par eux? Alors, les retours que j'ai eus du groupe directement, c'est ben, enfin, disons, les personnes étaient intéressées ou intriguées de dire ah c'est ça qui se passe chez toi, parce que évidemment nous on partage pas forcément non plus, enfin nos choses intimes finalement. On échange, on parle du travail, des difficultés qu'on peut avoir, mais peut-être pas de cette façon-là. Donc il y avait de l'étonnement ou de la curiosité. Après, de la part de Clara Brancorsini, qui est une collaboratrice de longue date depuis la compagnie, elle était, je crois, reconnaissante du fait qu'il y ait un témoignage comme ça qui soit fait. Parce que c'est un type de travail quand même qui est particulier. Et pas toutes les compagnies de théâtre, même au sein même de l'activité théâtrale, il y a beaucoup de manières différentes de travailler. Et cette manière-là, proposée de cette façon-là, c'est finalement quelque chose qui est, je dirais, propre au studio d'action théâtrale et à Gabriel Alvarez. Et donc, on ne comprend pas forcément bien, d'ailleurs, en tant qu'acteur, quand on vient travailler avec lui, ce qu'il nous propose, qu'est-ce qu'on est en train de faire, la méthode de travail, même le langage, le jargon. Parfois, il y a quand même, mais d'ailleurs, ça figure dans le livre, je dirais, chez moi, il y a quand même eu en tout cas 2 ans et demi où j'ai mis du temps à comprendre de quoi on était en train de parler. Et Donc, qu'est-ce qui est tellement singulier dans sa façon de travailler? euh, Différent par rapport à... je pense les types d'exercices simplement, d'une part, et puis la question du, du montage finalement. On monte des partitions qui sont basées sur des souvenirs ou sur des rêves ou sur enfin, quelque chose qui nous est propre en fait, qu'on choisit. Et donc, ils nous donnent des thématiques de travail. Et puis, on va chacun dans notre coin. Donc, ça aussi, c'est pas forcément commun à toutes les compagnies de préparer sa petite cuisine interne, chaque acteur et actrice dans son coin. Donc, ça, il faut déjà être ou familier ou avoir envie d'un travail comme ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et, et après, remettre ça en commun. Et puis, c'est un travail très physique. Donc il y a beaucoup d'entraînement sur le souffle, sur le corps, le rapport à l'espace. On transpire beaucoup. Enfin, c'est bête, mais il n'y a pas toutes les compagnies qui travaillent ou pas tous les metteurs en scène qui travaillent comme ça. Donc il y a un investissement physique qui est important. Et je crois qu'il y a aussi, et ça je pense que c'est les dialogues du désordre qui m'ont fait comprendre ça, qu'il y a chez lui un rapport au théâtre qui est comme le théâtre qui permet de découvrir quelque chose de nous et des autres. Et pas tant d'être dans la représentation d'un personnage ou le récit d'une histoire. Et ça, c'est particulier quand même. En venant du théâtre, on raconte des histoires. On va mettre en scène un personnage qui va faire un truc. Et c'est pas son axe d'entrée dans le travail.
son axe d'entrée, il est humain, il est sur le plan du défi de soi à soi-même, il est sur le plan de, quelque part, placer les spectateurs comme témoins de quelque chose qui est en train de se vivre sur la scène. Mais donc, pour que quelque chose se vive sur la scène, il faut que le défi soit réel pour nous, les acteurs, actrices. Donc, et après, il y a une histoire, après, il y a des personnages, après, il peut y avoir du récit, ça ne veut pas dire, mais c'est juste que l'entrée dans le travail est autre. Et je pense que du coup, la réception euh, de, pour le public est aussi autre. Et donc, c'est aussi un travail peut-être qui peut être assez déroutant, de part et d'autre, pour les collaborateurs et pour les spectateurs, spectatrices. Vous décrivez très bien dans votre livre à quel point il vous pousse, d'ailleurs parfois dans vos retranchements. Est-ce que ça veut dire finalement que vous êtes une comédienne différente à chaque pièce qui est mise en scène, à chaque représentation? Je pense que je suis quelqu'un de différent, ouais, ça c'est sûr. Et puis je crois que c'est ça que j'adore dans le théâtre. Et dans mes projets personnels d'écriture et de mise en scène, ça me fait le même effet. Euh, Pas au même endroit, parce que sur le plan du travail avec Gabriel, c'est sur en tant qu'acteur ou en tant que personne. Et sur mes projets à moi, c'est en tant que thématique ou en tant que nœud quelque part que j'ai envie de dénouer. Mais finalement, le principe est le même. Et donc, je pense que je suis chaque fois différente, ouais. Ouais. Après, sur la scène, on reste la personne qu'on est. Donc, on a quand même aussi une énergie, on a aussi une façon de faire, on a aussi peut-être un style, on a aussi une attirance pour certains types de figures. Enfin, ça, je pense pas que fondamentalement, ça change. Ou peut-être si ça change au cours d'une vie, ou au cours de, avec des inflexions qui sont subtiles petit à petit. Mais de l'intérieur, en tout cas, vraiment, je pense que c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime faire du théâtre aussi. C'est que ça me permet d'explorer des nouvelles choses et d'être toujours un peu différente. Ouais. Mais vos collègues du milieu théâtral, vous disiez, étaient quand même curieux de ce processus-là. Donc ça veut dire que finalement, ils n'ont pas accès exactement au même cheminement dans leur propre pratique. Je pense que ça se situe pour chaque personne de façon très différente. Et que chacune d'entre nous est habité par des choses qui sont très différentes, a une histoire qui est différente, a des préoccupations qui sont différentes, a un rapport au théâtre qui est différent. Et donc chacun travaille avec la matière qu'il est. Et c'est ça que je trouve très fascinant dans le travail de mise en scène aussi, de la part de Gabriel, là en l'occurrence, c'est que il tente de travailler pour chaque personne avec ce qu'il perçoit de la personne. Donc c'est pas qu'il a une méthode de travail qu'il va appliquer de façon égale sur chaque actrice et acteur, c'est que tout d'un coup, peut-être qu'il va utiliser certains outils avec moi qu'avec quelqu'un d'autre ne vont pas du tout fonctionner puis n'ont aucun sens. Donc finalement, c'est un parcours qui est très personnel ou très de soi à soi avec toute notre infrastructure, j'allais dire, je sais pas, psychique, physique, et on a chacune la nôtre, quoi. Et c'est ça que je trouve très riche d'ailleurs dans le travail. Là, c'est que on est toujours à la recherche de cet équilibre entre le groupe et l'individu. Là, moi, j'étais peut-être plutôt fixée vraiment sur l'individu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a une grande partie qui apparaît peut-être peu, qui est toutes les questions, qui est peut-être plus compliquée aussi à raconter, qui est toutes les questions du groupe, toutes les interactions. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les indications de Gabriel ou les mises en garde, ou de dire comment on fait un groupe, mais le groupe existe parce qu'il y a des individualités très fortes dans le groupe. Et donc, comment est-ce qu'on construit nos propres individualités, mais en collectif. Donc, on est sans arrêt en train de faire un équilibre. À la fois, il faut mettre de l'eau dans son vin parce que l'autre, et on faut faire un pas vers l'autre. Et en même temps, si on se laisse complètement aller, on disparaît. Et donc, le groupe n'a plus de caractère et devient une unité amorphe, finalement, un peu, voilà, qui obéit à certains critères, quoi. Donc c'est ce dialogue permanent qui crée beaucoup de tensions d'ailleurs internes et externes entre le collectif et l'individu, quoi. Et tout ce travail que vous décrivez dans votre livre, on a le sentiment que c'est un travail qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, que les heures ne sont pas comptées. On l'imagine en tout cas en vous lisant. Est-ce que c'est un travail
vous le dites, hein, nécessaire, indispensable, qui est suffisamment valorisé? Moi, je crois pas. Et je pense que c'était une des envies, c'est aussi ça, c'est de dire, hem, j'ai le sentiment qu'on nous comprend pas, qu'on sait pas ce qu'on fait à l'intérieur, hem et que j'aurais envie de partager ça parce que j'aime et aussi en disant: «Mais enfin, c'est quand même tellement incroyable tout ce temps qu'on met et comment valoriser tout ça?» Ouais, c'est sûr. Et valorisé même en termes financiers? Est-ce que, c'est un temps qui peut être, d'une part, comptabilisé Mmh. et d'autre part, rémunéré en tant que Ça, tel? ça c'est une grande question. Et puis, ça figure aussi, il y a tout un passage qui figure sur cette question-là, qui est une question qui est compliquée, qui rend l'existence de ce type de travail euh, inédite, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est encore plus précieux, là, de pouvoir être dans un type de travail comme ça. C'est que financièrement, on peut être soutenu seulement sur les parties des spectacles, donc la création et le jeu. Mais évidemment, le travail de compagnie, il se fait toute l'année et toute la partie d'atelier, de recherche, d'exploration, elle n'est pas soutenue par finalement les pouvoirs publics et la compagnie n'a pas les moyens de soutenir ce travail-là. Donc ça veut dire que c'est de notre part à nous euh, un investissement qui est très important, qui crée aussi évidemment plein de problèmes, plein de conflits, qui rend la pérennité du travail aussi difficile. D'ailleurs, ça a été le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé à un moment donné. On peut faire ça un temps, mais si ça n'est pas rémunéré, à un moment donné, on doit aussi se débrouiller autrement. Euh, donc, c'est des moments de vie pour moi qui sont très précieux parce que très difficiles à protéger, en fait. Est-ce que ce livre pourrait changer notre, perception de ce travail-là? Ah, je sais pas. Est-ce que vous avez des retours dans ce sens-là ou pas forcément? Moi, j'ai des retours de gens qui sont pas forcément du milieu du théâtre et donc qui ont plutôt cette chose de dire ah waouh c'est incroyable, comment c'est tout le travail qu'il y a en fait. Je dis souvent ça d'ailleurs, on dit quand on sort d'un spectacle on demande souvent comment tu fais pour apprendre tout ça par cœur. Mais en fait apprendre par cœur c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment un détail par rapport au travail que alors c'est essentiel parce que sinon on ne peut pas avancer, mais c'est vraiment une minuscule part de la quantité de travail qu'on fait, quoi. Mais après, est-ce que ça pourrait changer ça? Je crois que c'est une volonté aussi on arrive presque dans la politique culturelle. Finalement, on est dans un monde ou une société qui a décidé qui fait le choix qu'il y ait de l'art, qu'il y ait du théâtre, donc qui donne beaucoup d'argent pour ça, des subventions pour la création de spectacles, mais qui met les artistes à part dans les métiers XY de la société. Donc on a encore une case où on n'est pas considéré comme un professeur, une professeure, comme un pompier, comme enfin, quelqu'un qui fait partie de la société. On est quand même toujours dans un statut un petit peu hybride qui fait que pour la plupart, peut-être pas le cas de tout le monde, mais on vit parce qu'il y a l'assurance chômage, qui est la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant pour pallier les moments où on n'est pas sous contrat. Est-ce que vous diriez que c'est une politique, culturelle, alors, à Genève, peut-être ou même ailleurs, une politique culturelle qui est beaucoup plus, intéressée par le produit, fini que par, tout le cheminement, intellectuel, humain, professionnel qui, permet d'arriver, à en tout cas à une certaine qualité dans le produit fini? Oui, je pense. Et puis c'est peut-être aussi qu'on ne se rend pas compte, qu'on a l'impression qu'on va répéter, puis jouer, puis ça va être bon. Et puis même parfois, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'on répète, qui ont l'impression je sais pas, c'est une non-question en fait, qu'on va sur la scène et qu'on fait un truc. Mais enfin, donc il y a les répétitions, puis il y a tout le reste, puis il y a tout l'univers et de quoi on se nourrit dans notre monde autour, quoi. Donc c'est peut-être une méconnaissance, une difficulté de quantifier, une histoire culturelle au sens large aussi. Pourquoi est-ce qu'on subventionne, enfin on met des financements pour, je sais
sais pas, la recherche nucléaire sur tel et tel atome ou je sais pas quoi, parce qu'on estime que ça va rapporter de l'argent à un moment donné. Mais quelque part, les scientifiques enfermés dans des laboratoires qui font des choses tout à fait incompréhensibles, c'est pas plus bizarre ni moins bizarre que nous enfermés dans une salle de répétition à faire des trucs tout aussi incompréhensibles, mais sauf sur un autre plan. Donc c'est un peu le monde dans lequel on est, j'ai l'impression. Ce serait prendre le temps de cheminer à par les traversées labyrinthiques dont vous parlez. Ce serait de ne pas être précipité c'est pas se précipiter pour aller à la sortie, mais prendre le temps d'explorer. Bah oui, et puis pour nous aussi, je crois que dans le travail artistique, finalement, la tendance qu'on a, c'est d'aller tout de suite là où on a déjà été. Enfin, et puis artistique, puis d'ailleurs, peut-être sur le plan humain en général, c'est quand même, on va un peu là où on a l'habitude d'aller. Donc pour pas aller là où on a l'habitude d'aller, on a besoin du temps, puis on a besoin de se perdre, et puis on a besoin de, de développer d'autres choses. Et si on ne le fait pas, le risque avec les années sur une carrière, c'est qu'on aille toujours là où on a l'habitude d'aller, puis là où on a l'habitude d'aller va toujours un peu moins loin que là où on a été la fois précédente. Puis que finalement, notre espace de possible de création, il devient tout petit et de plus en plus petit. Alors que si on a un endroit où on cultive notre jardin, pour reprendre la métaphore de Gabriel qui aime beaucoup cette histoire de jardin, de tomates, de tuteur, de comment est-ce qu'on fait fleurir quelque chose, on peut tout d'un coup, on se rend compte qu'on a tellement d'outils, il y a tellement de zones inexplorées, tellement sur le plan physique, vocal, et même sur le plan de la relation à l'autre, et sur le plan de nous-mêmes, de nos territoires intérieurs qu'on peut revisiter, des choses auxquelles on tient très très fort. Tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, si on les prend comme ça, c'est plus du tout opérant. Des choses qui nous avaient pas du tout intéressés pendant beaucoup de temps, puis tout d'un coup, on dit mais ah, maintenant j'ai trouvé une entrée. En fait, c'est fascinant. Enfin, on est tellement riche, quoi. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous d'écrire ce livre, de poser un regard un peu plus distant, un peu plus analytique, plus clinique, on peut dire, sur cette pratique théâtrale, cette pratique de comédienne? Je pense qu'il y a une part très concrète de comme mettre les exercices et les pistes de travail à plat. De dire, ok, j'ai une masse d'informations dans la tête depuis 5 ans. Comment je peux faire les organiser et faire des petites boîtes et puis dire, ah ok, et du coup, ça peut me permettre de façon plus fluide d'aller les rechercher. D'aller, ça, c'est une chose. Après, je pense que peut-être dans mon rapport à moi-même, j'étais pas autant consciente de l'histoire, de mon histoire que j'ai, qui est finalement l'armoire dans laquelle je vais puiser des éléments pour travailler de façon consciente ou inconsciente. Puis je crois que j'avais peut-être pas mesuré ça. Donc c'était une façon pour moi d'essayer de dire avec quoi je travaille, avec quels endroits de moi je travaille. Et puis peut-être encore un troisième plan qui est, comme je disais tout à l'heure, la connaissance de l'univers de l'autre, en l'occurrence du metteur en scène. Et de comprendre qu'il y a une autre entrée par le théâtre qui est pas de l'ordre de la représentation d'un personnage, mais de l'ordre de la traversée de quelque chose en tant qu'acteur. Merci beaucoup, Justine Rucha. Vous êtes comédienne, dramaturge, metteuse en scène et autrice, écrivaine de ce livre Dialogue du désordre, dont vous nous avez parlé ici dans le studio du théâtre du Galpin à Genève, studio dans lequel vous avez largement écrit, reconstitué ce dialogue pour en faire un livre. Merci beaucoup. Merci.